Afrique. Steve dans la capitale américaine, très content de vous retrouver pour un nouveau numéro de Washington Forum. Plein feu cette semaine sur une énième fusillade dans une école américaine qui a ravivé le sempiternel débat sur le fléau des armes à feu aux États-Unis. Des élèves survivants montent au créneau et mobilisent la rue. Le président Donald Trump se dit désormais favorable à un renforcement du contrôle des antécédents criminels lors de l'achat d'une arme. Le drame de Floride est-il le drame de trop? La tuerie aura-t-elle un quelconque impact sur le culte des armes dans le pays? Pourra-t-elle briser la mainmise de la NRA, le puissant lobby pro-armes, sur le monde politique américain? Quels sont les arguments pour et contre le port d'armes? Nous entendrons les deux camps tout à l'heure. Bienvenue et mille merci pour votre fidélité à Washington Forum. Nicolas Cruz n'est âgé que de 19 ans. Il y a une semaine, il est devenu l'auteur de l'une des pires fusillades depuis 25 ans aux États-Unis. Il a abattu 17 personnes dans un lycée de la ville de Parkland en Floride. Il les a tuées avec un fusil semi-automatique AR-15 qu'il avait acheté légalement. Cette tuerie n'est pas un acte isolé dans le pays. Rien que depuis le début de l'année, il y a eu 18 fusillades dans les écoles. Pour beaucoup d'Américains, il est temps de briser le cycle infernal. Un récapitulatif de quelques-uns de ces événements tragiques avec Didi Diko. Le massacre de Parkland dans le sud-est de la Floride est la troisième fusillade la plus meurtrière dans un lieu d'enseignement aux États-Unis. De l'école élémentaire à l'université, aucun âge n'est épargné. Les États-Unis sont le pays le plus touché au monde par les fusillades ciblant les écoles. La fusillade du 14 février au lycée Marjory Stoneman Douglas relance le débat sur la régulation des ventes d'armes dans le pays. Selon le groupe activiste Everytown, depuis 2013, il y a eu 291 fusillades dans des écoles américaines, en moyenne une fusillade par semaine. Parmi les plus meurtrières figure celle de Sandy Hook en 2012. 26 personnes, dont 20 enfants, ont été tuées dans une école élémentaire par un jeune homme âgé de 20 ans souffrant de troubles mentaux. Il avait volé l'arme de sa mère qu'il avait tuée avant d'attaquer l'école de son enfance. Suite à cette tragédie, le président Barack Obama s'était adressé au pays, les larmes aux yeux, disant que les choses devaient changer. Mais en dépit des projets de loi et de changements relatifs dans certains États, toutes les tentatives de régulation des armes à l'échelle fédérale avaient échoué. Sandy Hook était la deuxième fusillade la plus meurtrière qui s'est produite dans une école aux États-Unis. La plus fatale étant celle de Virginia Tech en 2007. Cette attaque avait fait 32 morts sur le campus de l'université Virginia Tech à Blacksburg. Contrairement au tireur de Parkland qui s'était rendu sans résistance à la police, celui de Virginia Tech, âgé de 23 ans, s'était donné la mort suite au massacre. En 1999, la fusillade du lycée Columbine, sûrement l'une des plus documentées de l'histoire récente, avait fait 13 morts. Cette fois, 2 assaillants avaient tiré sur 12 élèves et un professeur dans ce lycée du Colorado. Ils avaient également placé plus de 100 explosifs sur les lieux du massacre. Les fusillades dans les écoles ne sont pas une nouveauté. En 1966, 15 personnes ont été tuées dans l'enceinte de l'Université du Texas et 31 blessées par un étudiant en architecture qui avait auparavant fait partie des tireurs d'élite de la marine. Cette fois, les manifestations se multiplient. Les lycéens floridiens se sont rendus dans la capitale pour une marche pacifique devant la Maison-Blanche. Les observateurs estiment que la dernière fusillade pourrait marquer un tournant dans le débat sur le contrôle des armes à feu aux États-Unis. Didi Diko, merci bien. Il est l'heure maintenant d'accueillir nos invités. Avec moi sur ce plateau, Jared Taylor, un fervent défenseur du port d'armes aux États-Unis, membre
de la National Rifle Association, la NRA. Il est le fondateur de la revue conservatrice American Renaissance. Également dans notre studio, l'expert en communication René Lake, patron de RSL Stratégie, fin observateur de la politique américaine. Et en ligne de New York, le professeur Franz-Antoine Lecomte de l'université Kingsborough. Je me tourne d'emblée vers vous, Jared Taylor. Et d'abord, merci d'être venu nous rejoindre. Beaucoup de courage avec tout ce qui se passe évidemment dans ce pays après cette tuerie de Floride. Alors, armer les enseignants, c'est cela qui va régler le problème ? Ça pourrait peut-être pas entièrement régler le problème, mais en Floride, par exemple, les citoyens qui n'ont pas un casier judiciaire, qui n'ont pas commis de crime, ont le droit de porter d'armes. Ouais. Alors, mais curieusement, c'est uniquement, il y a dans les lycées, dans les écoles, on n'a pas le droit de porter. Donc, c'est une invitation à ce genre de massacre. C'est ce qu'on disait. Nous, on n'est pas armés, venez nous massacrer. Alors si les Floridiens, avec les enseignants et peut-être les lycéens qui avaient l'âge de 18 ans ou plus, s'ils pouvaient porter d'armes, alors peut-être ce Nicolas Cruz n'aurait pas osé entrer. Alors, on va revenir là-dessus. Ce que je vais vous proposer d'abord, c'est d'écouter le président Donald Trump, parce qu'après cette dernière tuerie, de nombreuses voix s'élèvent, bien évidemment, notamment chez les jeunes, contre l'accès facile aux armes dans le pays. Le président a reçu mercredi à la Maison-Blanche des élèves rescapés de la tragédie, mais certains ont vite critiqué cette proposition d'armer les enseignants pour riposter face aux tueurs. Donald Trump. Ce ne serait évidemment que pour les personnes qui peuvent très bien manipuler une arme à feu. Ce serait ce qu'on appelle le port caché, où l'enseignant aurait un pistolet dissimulé sur lui. Alors, René Lake, comment réagissez-vous à cela? Vous savez, éteindre le feu en utilisant plus de feu, je ne suis pas sûr que ça marche. Et ce qui est intéressant dans ce débat et dans cette proposition ou dans cette suggestion du président Trump, c'est que même chez les républicains, y compris les républicains qui sont des soutiens, qui ont ce qu'on appelle le A-rating de la NRA, il y a eu un certain nombre de réactions négatives. Hier, Marco Rubio, le républicain sénateur de Floride, lui-même s'est démarqué de cette idée en disant qu'au fond, c'est même une idée dangereuse parce que l'enseignant qui lui-même est détenteur d'une arme, avec une intervention de la police, pourrait être considéré comme une cible parce qu'il pourrait être considéré comme justement le tueur, avec des tas d'autres problèmes, bien entendu, que cela peut apporter. Oui. Je ne pense pas que ce soit une idée très sérieuse et je ne pense pas qu'elle soit même partagée dans beaucoup de milieux républicains aujourd'hui aux États-Unis. Jared Taylor, répondez-moi de manière franche et directe. Toutes ces tueries, dont celle de Parkland que nous venons de voir, ont-elles un lien incontestable et incontesté avec la libre circulation des armes à feu dans ce pays? Oui, sans doute, mais il y a déjà 300 millions d'armes à feu en circulation aux États-Unis. On va désarmer la population entière, ça serait impossible. Moi, je crois que... il faut commencer quelque part. Commencer où? Et justement, commencer avec qui? On va éliminer tout le droit de porter d'armes. Ça, c'est dans la Constitution. C'est une vieille tradition aux États-Unis. Et à la limite, c'est pour se défendre contre une tyrannie. Si l'administration devient tyrannique, c'est l'obligation, c'est le droit, c'est le devoir du citoyen. Mais attendez, cela ne vous dérange-t-il pas qu'un jeune qui n'a même pas l'âge légal pour acheter des cigarettes ou de l'alcool, c'est le cas notamment dans l'État de Floride, il a en revanche le droit d'acquérir un fusil d'assaut semi-automatique AR-15, l'arme des fusillades les plus meurtrières dans ce pays. Mais il avait l'âge de 18 ans qu'on l'a acheté, je crois. 18 ans. Donc il l'a acheté légalement. Si on va augmenter... dans l'État de Floride, c'est à partir de 21 ans. Alors, 21 ans, 17 ans, 18 ans, pour moi, ça n'a pas beaucoup d'importance. Si on veut augmenter l'âge jusqu'à 21 ans, là, je suis d'accord. Mais... l'essentiel, c'est de comprendre que si, comme M. René Lake avait dit, s'il y a un détenteur d'armes légal et les polices tombent sur un moment où un détenteur est en train de se servir de son arme, ça, c'est quelque chose qui s'est produit des milliers de fois aux États-Unis. Parce qu'en Floride, surtout, depuis 30 ans, un citoyen qui n'a pas commis un crime a le droit de porter d'armes. Et ça, c'est quelque chose qui s'y produit. Et c'est extrêmement rare
que les polices se trompent et tuent quelqu'un qui est en train de sauvegarder oui, si la vous vie êtes des autres. d'accord qu'il y a un lien entre les fusillades et la circulation d'armes dans ce pays, on ne peut pas s'opposer totalement à une grande régulation du contrôle des armes, n'est-ce pas? Je crois que ça serait impossible aux États-Unis. Il y a trop de gens même si ce serait désirable, et moi je ne dis pas que c'est désirable, c'est quand même impossible. Il y a trop de gens qui en détiennent. Oui. Alors René Lake, votre réaction, ce que nous venons d'entendre, traduit-il quelque part parfaitement l'impossible contrôle des armes dans ce pays? C'est extrêmement difficile. Moi, ça fait un quart de siècle que je suis aux États-Unis. Oui. J'ai mis littéralement, sans exagérer, 10 ans à pouvoir comprendre la position des pro-armes aux États-Unis. Et j'avoue qu'avec le temps aussi, avec l'effort, je la comprends mieux, et je pense que, mais je sais que pour vos auditeurs, ça doit être très très difficile parce qu'à l'étranger, à l'extérieur des États-Unis, les gens se disent c'est pas possible. J'ai vu tous les commentaires qu'il y a eu sur Facebook. Je suis en train de reprendre ces réactions, ces questions. Donc alors vous m'excusez si je suis en train de vous poser ces questions de manière directe. Mais René Lake, en fait, pour reprendre un des arguments des pro-armes, il y a la liberté de se défendre dans ce pays. C'est le fondement même de la Constitution américaine, un droit garanti par le 2e amendement de la Constitution. Pourquoi voulez-vous qu'on enlève ce droit aux citoyens américains? La question ne se pose pas en ces termes. Très souvent, effectivement, la NRA, chaque fois que l'on parle de contrôle des armes aux États-Unis, dit « Ah, écoutez, ils veulent enlever... le 2e amendement, réviser la Constitution. Ça, mais c'est vrai qu'il faut pour pouvoir comprendre, et il l'a dit tout à l'heure, j'arrête, pour pouvoir comprendre également l'autre point de vue, c'est de dire, au fond, les conditions dans lesquelles ce pays a été créé, c'est un pays qui a été créé à la suite de fuites, au fond, de gens qui quittaient, qui fuyaient, d'exode de l'Europe, où les gens fuyaient des régimes tyranniques, des autocraties. Donc, la question du port d'armes, il y a presque une dimension religieuse, philosophique et culturelle ici aux États-Unis. Mais donc, vous voulez dire que ce deuxième amendement est également sujet à interprétation? Parce que, bon, quand ça a été rédigé, c'était évidemment des années de cela. On parlait de milices notamment. Mais on ne peut pas dire que ce jeune homme et Nicolas Cruz est une milice. Non. L'interprétation de la Cour suprême a toujours été, ça c'est un droit individuel. Ce n'est pas un droit garanti et réservé à la milice. La milice, il y a quelques mots là-dessus, mais ça c'est, étant donné que la milice est nécessaire, alors il faut que chaque personne ait le droit au port d'armes. Franz Antoine Lecomte, le FBI avait été alerté avant la tuerie de Floride, mais n'a rien fait. Cette défaillance ajoute-t-elle de l'eau au moulin des pro-armes quand ils mettent de telles tragédies sur le compte des carences de la part des autorités? Oui, bien sûr, c'est une faille, si vous voulez, des autorités du FBI. Mais c'est pas simplement les failles de la police ou bien les services de renseignement aux États-Unis qui renforcent cette tragédie qui devient, disons, de nature permanente, si vous voulez. Parce que nous parlons des États-Unis, c'est un pays là où l'on relève à peu près 27 homicides par jour et ça fait à peu près 9850, un peu plus, si vous voulez, chaque année. C'est un pays où l'on relève 357 millions d'armes à feu, un peu plus, si vous voulez, que les habitants des États-Unis. Donc, alors là, moi, je crois que il faut quand même trouver un moyen pour limiter, pour réduire la dissémination, si vous voulez, des armes à feu aux États-Unis, parce que, tu sais, la boutade en Europe, c'est que on dit qu'aux États-Unis, quelqu'un peut aller au magasin et peut en sortir avec un tank. C'est vrai, c'est pour faire rire, mais quand même, c'est aussi tragique parce que la perception qu'on a des États-Unis, c'est que on n'a pas évolué, on tolère, si vous voulez, ce grand taux, si vous voulez, de criminalité, et on dit que justement les sénateurs, on dit que les représentants, eh bien bon, ils sont presque accusés, si vous voulez, de trahison parce qu'ils sont tous soutenus par l'agence de la National Rifle Association, et voilà pourquoi dit-on que, bon, ils ne défendent pas, si vous voulez, leurs constituants. Mais quand même, en fait, c'est vraiment tragique. Un jeune comme Nicolas Cruz a pu s'acheter un fusil
fusil d'assaut, c'est-à-dire c'est une arme de guerre, et malgré les signes, si vous voulez, évidents de maladie mentale. Oui. Donc alors il a fallu ce soulèvement, cette grande manifestation, si vous voulez, des jeunes, des adolescents, si vous voulez, des États-Unis, des jeunes survivants de cette dernière tuerie, hein, il a fallu cette mobilisation pour que cela... En fait, vous me tendez la perche, cher professeur. Vous me tendez la perche. Vous me tendez la perche. Écoutez, oui, absolument. René Lec, vous vous souvenez, professeur, vous me tendez la perche. Il nous faudra être précis, concis. Alors, vous vous souvenez qu'un tel mouvement de rejet des armes à feu a également eu lieu, n'est-ce pas, après le carnage de Sandy Hook, c'est-à-dire là où des enfants, franchement en bas âge, ont été froidement tués, 20 petits-enfants. Sans vouloir être cynique, la tragédie de Parkland aura-t-elle les mêmes suites que les drames précédents, c'est-à-dire d'abord l'indignation et les prières, ensuite les promesses et enfin l'oubli? Oui, et en 2012, au moment de Sandy Hook, il y avait même les larmes du président de l'époque, oui, Barack Obama, en public, qui avait beaucoup ému le public américain. Écoutez, moi je crois que la grosse différence cette fois-ci par rapport aux autres fois, c'est que les jeunes eux-mêmes semblent vouloir prendre cette affaire en main. Et aussi, il y a un deuxième facteur aussi qui est important à mon avis. Vous savez, il y a ce fameux slogan, ce fameux adage qui dit « Only Nixon in China ». L'idée que d'avoir un président républicain, d'avoir les républicains aux affaires, contrôlant toutes les branches de l'administration, je pense que ça donne une chance de pouvoir au moins avoir quelques réformes importantes, notamment la question de l'âge, de background check, etc. Très rapidement, en fait, il y a des commentateurs qui disent que peut-être ce président va pouvoir faire bouger les choses. Tout à fait. Non, mais je crois qu'il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord pour suivre ce cours d'action. Et ensuite, il ne faut pas oublier, après Sandy Hook, il y avait des conséquences. L'État de Connecticut a passé vraiment des lois de réglementation sur le port d'armes vraiment draconiens, au point où il y avait une société fabricant d'armes, Ruger, qui est partie de l'État. Ils ont dit, c'est pas la peine de rester ici dans un État qui est anti-armes. Et est-ce que par conséquence, le taux de violence en Connecticut a baissé? Pas du tout. Ah bon? Pas du tout. Non, il y avait un changement. Ça, c'est un autre argument. Mais bon, voilà, n'allez nulle part ailleurs. La seconde partie de Washington Forum, après cette courte pause. Washington Forum, votre décryptage hebdomadaire de l'actualité africaine, américaine et internationale sur VOA Afrique. 30 minutes d'échange et d'analyse sur d'importants événements, économie, politique, sport, culture. Nos invités répondent aux questions. Washington Forum s'est allé au-delà de la nouvelle. Une perspective sur des questions importantes à partir de la capitale américaine. De Dakar à Kinshasa, en passant par Le Caire, New York, Paris et Londres. Nous sommes en direct chaque jeudi à 19h temps universel. Washington Forum sur VOA Afrique et nos chaînes partenaires. Jacques Aristide de retour avec vous dans ce Washington Forum. Gros plan sur les fusillades en série aux États-Unis et l'éternel débat sur le contrôle des armes à feu. Avant de retrouver nos invités, 2 commentaires Facebook. Moussa Sekou Dembélé, Niamey, Niger, rien n'a changé depuis le temps d'Obama. Et Alphonse Mbouaki, RD Congo, la NRA bouge les lignes également. Elle veut choisir les armes à vendre. C'est une grande première. La NRA, justement, l'un des sujets que nous allons aborder dans cette partie avec nos invités. Jared Taylor, défenseur du port d'armes aux États-Unis et lui-même détenteur d'armes à feu. Également sur ce plateau, l'analyste politique René Lec et de New York, le professeur Franz-Antoine Lecomte de l'université Kingsborough. La NRA, le lobby des armes à feu aux États-Unis, est la principale cible des élèves rescapés du massacre de Floride. Ils ont déclenché la campagne Never Again, plus jamais, et vont marcher sur Washington le 24 mars prochain. Nous écoutons l'une de ces élèves. À tous ces politiciens qui acceptent des dons de la NRA, honte à vous!
Il y a eu un tweet sur lequel j'aimerais attirer votre attention. Il y avait tellement de signes que le tireur de la Floride était mentalement dérangé, même expulsé pour mauvais comportement. Ses voisins et ses camarades de classe savaient qu'il constituait un gros problème. Vous devez toujours rapporter de tels cas aux autorités, encore et encore. Nous l'avons fait à plusieurs reprises, depuis qu'il était au collège. Ce n'était une surprise pour personne qu'il était le tireur en question. Ceux qui disent que nous avons mal fait de l'écarter, vous ne connaissez pas ce gosse, nous le connaissons. Nous savons qu'ils disent qu'il y avait des problèmes de santé mentale. Et je ne suis pas psychologue, mais nous devons faire attention au fait qu'il ne s'agit pas uniquement d'un problème de santé mentale. Il n'aurait pas pu tuer autant d'élèves. En tout cas, c'est un mouvement qui ne veut pas lâcher prise. Quelques repères rapides sur la NRA. L'organisation pro-armes est considérée comme le lobby le plus puissant du monde, avec 5 millions de membres et un budget annuel de 250 millions de dollars. Elle est capable de faire tomber quiconque se met au travers de sa route, ce qui a été le cas pour le démocrate Al Gore en 2000. Pour avoir tenté d'imposer une loi anti-armes, la NRA a financé une campagne de 20 millions de dollars contre lui. Franz-Antoine Lecomte, brièvement, est-il possible pour les politiciens américains de ne plus prendre l'argent de la NRA, de faire la guerre au business des armes aux États-Unis, d'après vous ? Bon, j'avoue que c'est très difficile parce que les politiciens quand même ont besoin d'argent, mais je crois qu'il faut qu'ils agissent avec, disons, beaucoup plus d'impératifs sur les d'ordre moral, parce qu'on ne peut pas permettre une plus grande dissémination des armes à feu aux États-Unis. Le problème est déjà très épineux et surtout très tragique, donc la solution ne réside pas dans la dissémination de plus d'armes, c'est-à-dire la quantité d'armes, c'est suffisante, c'est presque criminel. Je crois qu'il faudrait les réduire également et il faudrait trouver un moyen, agir avec plus de responsabilité, agir avec plus d'éthique, agir avec plus de moralité et puis de savoir que ce qui se passe aux États-Unis, ça concerne, si vous voulez, le chef d'État américain, ça concerne les sénateurs, ça concerne les représentants, si vous voulez, aux États-Unis. Enfin, tout le monde qui a une certaine autorité et qui gère la chose publique aux États-Unis devrait être tout à fait concerné. Et là, c'est une décision personnelle, mais qui doit se révéler un peu collective également. Autrement, les massacres vont continuer avec le nombre des armes qui est en circulation aux États-Unis, l'argent du NRA, et puis quand même les erreurs des polices, tout ça, les services de renseignement qui n'arrivent pas à contrecarrer tout ce qui se fait aux États-Unis. Vous parlez de FBI tout à l'heure. Qui massacrent, si vous voulez, d'autres ados comme eux. Donc, c'est vraiment une sorte d'engrenage dramatique, tragique, et il faudrait pouvoir cesser tout ça. Oui, alors, on parlait de cette proposition qui fait polémique, armer les enseignants, une réaction qui vient de tomber, celle de la présidente de la National Education Association, le plus grand syndicat des enseignants américains. Alors, c'est Ekelsen Garcia, elle dit « Les parents et les éducateurs rejettent massivement l'idée d'armer les personnels scolaires parce que mettre plus de fusils dans nos écoles ne fera rien pour protéger nos élèves et nos éducateurs de la violence par arme à feu. » Mais donc, comment sait-elle ça? Est-ce qu'elle a parlé avec chaque enseignant, chaque parent? Absolument pas. Je crois que dans chaque État, on a fait une grande erreur en disant qu'on ne peut pas, la porte d'armes est interdite dans toutes les écoles. Comme je viens de dire, ça fait un cible parfait. Et les gens ne sont pas obligés aux portes d'armes, mais ceux qui veulent devraient avoir le droit de faire. Cette idée de contrôler l'arme, c'est restreindre les libertés des Américains. Moi, s'il y a un moyen d'élargir les libertés, moi, c'est ça la voie que je préfère suivre. Élargir les gens de porter d'armes dans les lycées, s'ils ont armé légalement, au lieu de les défendre. Oui, mais ne faut-il pas également protéger les vies? Oui, mais bien sûr. Mais ça, c'est une manière de protéger les vies. Chaque année aux États-Unis. Des fusils d'assaut en circulation. Tout à l'heure, on l'a entendu, le professeur le disait. Ce sont des armes de guerre. Mais moi... Avec le nombre de morts que vous avez dans ce pays chaque année, en fait, il y a un chiffre qu'un de mes collègues évoquait tout à l'heure, Idriss Fall, il disait que, en fait, le nombre de morts, c'est le nombre de morts en Irak et en Afghanistan combinés.
Vous voyez ça, Normand? Mais, enfin, il y a aussi quelque chose qu'il ne faut pas oublier, et c'est que chaque année, il y a 800 000 cas où quelqu'un a détourné l'agression en sortant un arme à feu, même sans servir. Ça l'a sauvé peut-être. Je suis désolé de vous presser comme ça, c'est parce qu'il y a des choses qui dépassent l'entendement. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites. En fait, on n'a même pas besoin d'avoir des études, mais qui disent que plus d'armes égale à plus de crimes. Jacques, on peut simplement se limiter aux faits. C'est-à-dire même pas au-delà des études. Les faits sont simples. Les États-Unis sont de loin le pays industrialisé au monde où il y a le plus d'attaques par arme. Si ce que disait notre ami Jarrett était vérifié, si en distribuant il y avait plus d'armes, il y aurait moins d'attaques, on le verrait au niveau des statistiques. Eh bien, ce n'est absolument pas le cas. Cette thèse selon laquelle plus d'armes crée plus de conditions de sécurité, elle n'est tout simplement pas exacte. Elle ne correspond à aucune réalité statistique. Oui, c'est bon. Parce que, écoutez, en général aux États-Unis, les gens commencent à sentir et à exprimer, si vous voulez, ce désengagement, si vous voulez, de l'État dans certains secteurs. Et au niveau de la sécurité, plus d'armes, eh bien, n'apportera pas vraiment, si vous voulez, cette solution dont on rêve. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on prie pour les gens, c'est vrai qu'il y a parfois des manifestations, si vous voulez, de solidarité de la part de la population, mais ça ne suffit pas. Il y a un désengagement de l'État, et cela à plusieurs niveaux. Voilà, on va laisser réagir Jarrett Taylor, parce que il faudrait que vous ayez la parole. On a fait beaucoup d'études à ce sujet-là. Et le port d'armes dissimulé, si ça a été passé par un État, on peut calculer le taux de crimes de violence avant et après. Et les taux de violence diminuent après. Parce qu'un braqueur, par exemple, est-ce qu'il se rend compte qu'il y a... à partir de maintenant, il y a une possibilité que son cible serait armée. Il va hésiter. Et moi, je crois qu'on trouvait la même chose dans les lycées où on sait parfaitement qu'il y a personne d'armé. Comment vous expliquez que les États-Unis soient le seul pays dans le monde où il y a une telle situation de violence par les armes? C'est le seul pays au monde. Le pays qui arrive en deuxième position, je ne me souviens même plus sur lequel, on parle de chiffres d'au moins de 70% inférieurs. Comment vous expliquez cela? Est-ce que le problème, c'est le nombre d'armes? Parce qu'en Suisse, pratiquement tous les hommes ont servi dans l'armée. Ils ont une arme. Ce n'est pas tout simplement une arme semi-automatique, c'est un vrai fusil de guerre. Nous, ce qu'on appelle Mais ce sont des professionnels, ça. Même s'ils sont des réservistes, ce sont des professionnels. C'est pas du tout la même situation. Non, mais je parle des gens qui sont passés un cours d'entraînement et qui sont détenteurs d'armes légaux. Ouais. Voilà. Et maintenant, René Lec, pour peut-être faire l'avocat du diable, le problème pour les pro-armes, c'est pas en fait le port d'armes, mais la prévention des maladies mentales. Faut-il accepter cet argument? Non, c'est un argument parmi les autres. On ne peut pas dire simplement qu'on s'occupe du contrôle des armes et on ne s'occupe pas aussi des problèmes mentaux que se posent à un certain type de criminels, comme c'est le cas ici dans l'affaire de Parkland. Donc je suis tout à fait d'accord avec cet argument-là et ils ne sont pas exclusifs l'un de l'autre. Voilà. Voilà. En deux mots, professeur. Voilà, l'aspect mental. Qui se servent de fusils ou d'armes à feu, ça... En tout cas, vous l'avez dit vous-même, Jarrett Taylor, vous l'avez dit, il y a un problème. Si vous voulez. C'est l'accessibilité aux armes à feu qui se vendent comme des petits pains aux États-Unis, un petit peu plus facilement parfois même. Donc, malheureusement, il nous reste une poignée de secondes. Oui, Jarrett Taylor, voilà, évidemment, vous l'avez dit vous-même, vous l'avez reconnu, il y a un problème. Oui. Hein? Alors, vous pensez qu'à un moment, les Américains se retrouveront devant un compromis en deux mots? Non, c'est très peu probable. Voilà. Donc, les camps sont tellement divisés. C'est un débat insoluble. Point final à ce Washington Forum. Merci à nos invités et à mes collègues de Washington. Bien sûr, ici, petit clin d'œil à nos amis d'Ariane TV, notre télépartenaire à Hyundai. Merci à vous, chers amis de la VOA. C'était Jacques Aristide avec vous. À très bientôt.